Maman, tu peux attendre dehors 2 minutes, on n'est pas tout à fait prêt. Voilà ce qu'il m'a dit. Mon propre fils, il avait entrouvert la porte juste assez pour glisser sa tête dehors, m'adresser un sourire embarrassé et refermer avant même que je ne puisse répondre. J'étais là, sur le pas de la porte, dans le froid, tenant dans mes mains une tarte aux pommes faites maison, celle que Paul aimait tant quand il était enfant, et lui venait de me fermer la porte au nez. Il m'appelle Marguerite Fournier, j'ai 70 ans, veuve depuis près de 20 ans, ancienne couturière à Toulouse. Mon métier, c'était d'assembler les morceaux, de rapiécer les tissus déchirés, de redonner une forme à ce qui avait été abandonné, mais rien dans mon savoir-faire ne m'avait préparé à recoller le fil d'un cœur brisé. Je suis restée là, figée, et le panier calé contre ma hanche, incapable de bouger. Dans la maison, j'entendais les rires étouffés, les verres qui s'entrechoquaient, la musique de fond qui flottait dans l'air. Je me suis décalée légèrement et à travers le rideau mal tiré, j'ai aperçu Lore, ma belle-fille, dans sa robe bleue, levant une coupe de champagne. Mon petit-fils, Antoine, découpait une part de gâteau. Et il y avait des ballons, des bougies, des invités. Le dîner avait déjà commencé, ils étaient tous là, sauf moi. Je n'avais pas été invitée, mais on m'avait laissé croire que je l'étais quelques jours plus tôt. Paul m'avait parlé d'un petit dîner familial informel, juste quelques proches. Il m'avait dit que je n'avais pas besoin d'amener quoi que ce soit, mais j'avais insisté. Une tarte aux pommes, juste comme avant, avais-je souri. Il avait haussé les épaules, distrait. J'aurais dû voir le malaise dans son regard, l'attente hésitante, les silences suspendus, mais j'ai préféré y voir de la fatigue. Et maintenant, j'étais là, seule, sur le trottoir glacé de la rue des Peupliers, devant la maison pour laquelle j'avais tant sacrifié, exclue comme une étrangère. La tarte commençait à refroidir dans mes mains, et moi, je tremblais, pas seulement à cause du froid, mais d'un mélange amer, d'humiliation et de lucidité. C'était pas une erreur, c'était pas un oubli, c'était volontaire. Je repensais à tout ce que j'avais fait pour Paul. Depuis sa naissance, il avait été le centre de ma vie. J'avais cousu ses premiers vêtements, raccommodé ses genoux troués après les matchs de foot, travaillé des nuits entières pour lui offrir une scolarité décente après la mort de son père. J'avais vendu mes bijoux pour l'aider à acheter sa première voiture, payé les premières mensualités de son prêt immobilier, envoyé des virements mensuels pour l'aider quand il a eu son deuxième enfant, et jamais, au grand jamais, je ne lui avais demandé quoi que ce soit en retour. Je me suis assise sur le petit muret à côté de la porte, les doigts raidis par le froid. Je voulais partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Mon cœur battait trop fort. Je voulais encore croire qu'il allait rouvrir la porte, qu'il allait dire « Désolé, maman, entre mais rien, pas une mot, pas une règle. » Je suis restée là, presque une 12 heures. À un moment, j'ai entendu la voix de Laure, elle est encore là. Et puis, une autre porte s'est refermée quelque part dans la maison. Ils avaient décidé de m'ignorer, de faire comme si je n'existais pas. J'ai fini par me lever. J'ai posé doucement la tarte à côté de la porte.
comme un dernier geste de paix. Puis j'ai tourné les talons, le dos droit, malgré tout, et j'ai marché. Chaque pas dans la rue résonnait comme une coupure supplémentaire, mais aussi comme un éveil. Quelque chose en moi s'est figé ou peut être, s'est-il enfin réveillé. De retour chez moi, j'ai mis de l'eau à bouillir, me suis préparé un thé noir et je me suis assise en silence. Mon appartement était petit, modeste, mais c'était le mien. J'ai allumé la lampe de chevet près de ma machine à coudre, ma fidèle compagne depuis 40 ans, et j'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tout donné, tout construit pour une famille qui venait de me laisser dehors. Littéralement, c'est là, dans ce silence chargé, que j'ai compris, je n'étais pas invitée à leur table, non parce qu'ils avaient oublié, mais parce qu'ils avaient choisi de m'exclure. Et ce n'était pas la première fois, ce n'était que la goutte de trop. Alors j'ai pris un cahier, j'ai tracé une ligne au milieu d'une page blanche, à Gauche, tout ce que j'avais donné. À droite, c'est que j'avais reçu à Gauche, 45 ans de sacrifice, des centaines d'heures de travail, des milliers d'euros, du temps, de l'amour, de la patience. À droite, une porte fermée. C'est ce soir-là que j'ai décidé de reprendre ma vie, de cesser d'attendre qu'on me tende la main, de cesser de justifier mon existence par mes dons. J'allais couper les virements automatiques. J'allais revoir mon testament. J'allais reprendre mes aiguilles et recoudre, non pas leurs vêtements, mais ma propre dignité. Et cette histoire, c'est la première maille d'une nouvelle trame, une où je ne serai plus spectatrice de ma vie, mais créatrice. Je n'ai jamais compté mes heures, ni mes sacrifices. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment su ce que cela voulait dire, ces sacrifier, jusqu'à ce que quelqu'un me fasse remarquer à quel point j'avais tout donné. Moi, je pensais que c'était juste être mère. Quand George est mort, Paul n'avait que 8 ans. C'était un matin de novembre, gris et froid, et le docteur avait dit infarctus foudroyant. Je n'ai pas eu le temps de pleurer. Il fallait payer l'enterrement, puis l'électricité, puis les cahiers pour l'école. Alors j'ai repris ma machine à coudre, la Singer que mon père m'avait offerte pour mon mariage, et j'ai repris les commandes des voisines du quartier, outlets, rideaux, nappes, brodées. La vie ne m'a pas laissé le choix. Je travaillais le jour à l'atelier de confection de Madame Laroche et le soir, je cousais chez moi dans cette petite pièce mansardée où l'ampoule nue tremblotait au rythme du vent. Mon dos me faisait souffrir, mes yeux piquaient, mais j'étais vivante. Et Paul avait de quoi manger. C'était tout ce qui comptait. Chaque mois, je mettais un peu de côté, et 5 euros ici, 10 euros là. J'ai ouvert un livret au nom de Paul dès ses 11 ans. Je me souviens avoir sauté à un repas pour pouvoir lui acheter une calculatrice scientifique en 5e, et puis le vélo rouge pour ses 15 ans, payé en 4 fois. Je portais les mêmes bottes pendant 8 hivers consécutifs, réparées encore et encore avec de la colle et des points de fil. Mais Paul, lui, avait toujours des chaussures neuves pour la rentrée. Quand il a eu son bac, j'ai pleuré, pas parce que c'était un exploit, même s'il l'a eu avec mention,
mais parce que je savais que c'était la preuve que tous mes efforts n'avaient pas été vains. Il est entré en faculté d'économie à Toulouse et j'ai augmenté mes heures de couture pour l'aider. Il ne m'a jamais rien demandé. C'est vrai, mais il n'a jamais refusé non plus. Je me souviens avoir vendu mon alliance, celle en or que Georges m'avait offerte, avec nos initiales gravées dedans, pour l'aider à acheter sa première voiture, une vieille Peugeot blanche. Il était fier, et moi aussi. J'ai dit que c'était qu'un bijou, mais je me souviens encore du vide que j'ai ressenti au doigt pendant des semaines. J'ai arrêté de porter des bagues ce jour-là. Pendant ces premières années de mariage avec Laure, j'étais présente. Je gardais Émilie quand il travaillait tard. J'amenais des petits plats, des soupes maison, des quiches aux poireaux. Je recousais les rideaux. Je posais des boutons sur ses chemises. Je faisais ce que je savais faire, offrir, sans jamais demander, mais doucement, très doucement. Les invitations se sont espacées, les conversations sont devenues plus brèves, les appels se sont faits rares, et moi, je me suis raccrochée aux souvenirs, aux dessins qu'Émilie faisait pour moi, aux photos de Paul Bébé, encore accrochées sur le mur de mon salon, à la chaleur de l'odeur du linge propre, du sucre vanillé dans ma cuisine. Je vis dans un petit appartement à Saint-Cyprien, modeste mais chaleureux. Les murs sont tapissés de souvenirs, un calendrier de 1986 que je n'ai jamais eu le cœur à jeter, les napperons que j'ai crochetés à la main, la photo de Georges en uniforme. Chaque matin, je me lève avec le soleil, j'ouvre mes volets en bois, je prépare mon café et je regarde les pigeons sur le balcon. Et puis, je m'assois à ma machine. C'est devenu une habitude, presque une prière silencieuse. Je continue de coudre, même si mes doigts sont plus lents, même si mes yeux fatiguent plus vite. Je fais des mouchoirs brodés que je vends au marché du samedi. Je fais des retouches pour la voisine du dessus. Je prépare des petites robes pour les filles du quartier, pas pour l'argent, pour le geste, pour rester utile, pour rester vivante. Dans un coin de ma cuisine, il y a un carnet en cuir usé sur les bords où je note toutes mes recettes. Tarte aux pommes, gratin dauphinois et crêpes au rhum, soupe de potiron, c'est mon héritage. Mon vrai trésor, j'y ajoute parfois des anecdotes. Tarte faite pour l'anniversaire de Paul, 12 ans, a repris 2 parts. Oui, encore. Émilie a voulu apprendre à faire la pâte ce jour-là. Si Carnette, c'est toute ma vie en miettes de farine et taches de chocolat. Et malgré tout, malgré l'oubli, la distance, les silences, jusqu'à ce jour sur le pas de la porte, j'ai continué à me dire que j'étais encore une partie de leur vie. Une petite pièce peut être, mais une pièce tout de même. Je crois que c'est ça. Le plus cruel, c'est pas l'abandon brutal, mais l'érosion lente, comme une broderie dont on tire un fil, un seul, et peu à peu tout se défait. Mais je n'avais pas encore compris que cette lente disparition n'était pas irréversible. Pas encore, car ce soir-là, quand j'ai posé la tarte sur le sol froid, quand j'ai tourné le dos à la porte close, j'ai senti qu'une autre porte s'ouvrait en moi. Une que j'avais fermée depuis trop longtemps.
celle de l'estime de soi. Et c'est à partir de là que tout a changé. Je crois que ce soir-là, malgré le froid de décembre, j'ai eu plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, le genre de froid qui ne vient pas du vent ni de la température, mais du regard des autres, ou plutôt de leur absence la veille. Émilie m'avait brièvement mentionné qu'ils organisaient un dîner chez Paul, dans leur maison de la rue des Peupliers. Elle pensait que j'étais déjà invitée, bien sûr, et moi, G.A.I. Crew. Comme une idiote, G.I. Crew, alors le matin même, j'ai sorti mes pommes de la corbeille, j'ai tamisé ma farine et j'ai préparé la fameuse tarte aux pommes caramélisées, celle que je fais depuis 40 ans, celle que Paul adorait quand il était petit, celle que Georges demandait chaque fois qu'il rentrait du travail tard, avec un soupir heureux. Je l'ai faite avec amour, avec soin, avec toute la tendresse que je portais encore pour ma famille. Je suis arrivée à l'heure 18h30, une 12 heures avant le dîner, comme toujours. Il faisait déjà nuit, le vent soufflait fort et la boîte en fer blanc qui contenait ma tarte me réchauffait les mains à travers les gants de laine. Je portais mon manteau bleu marine, celui que j'avais rapiécé l'hiver dernier, et mon foulard tricoté main. J'étais nerveuse, oui, mais aussi impatiente, contente même. J'ai sonné, fois, deux fois. Puis Paul a ouvert la porte avec cette expression qu'on réserve à un livreur arrivé trop tôt. Il a levé les sourcils. Surprise, Edith, maman, tu es déjà là, on n'est pas encore prêt. Peux-tu attendre un peu dehors? Sa voix était polie, presque gênée, mais ses yeux disaient autre chose. L'inconfort, l'agacement, et peut être même un peu de honte. J'ai hoché la tête bêtement et je me suis reculée. La porte s'est refermée et moi, je suis restée sur le seuil, ma tarte encore tiède, entre les mains. 5 minutes, puis 10, puis 15. J'ai essayé de ne pas trop penser. J'ai fixé le buisson près de l'allée, les décorations de Noël accrochées aux fenêtres voisines. J'ai même souri à une voisine qui passait avec son chien, mais ensuite j'ai levé les yeux vers la fenêtre du salon de Paul, et là, j'ai vu, ils étaient tous là, Lorraine, rayonnante, dans une robe dorée, Paul, un verre à la main, riant avec ses collègues, Emily, penchée sur une table joliment dressée, en train de découper une tarte, pas la mienne. Les assiettes étaient pleines, les bougies allumées, la musique douce, les éclats de rire, toute la chaleur d'un repas de famille. Sans moi, je n'étais pas oubliée, j'étais exclue. Je me suis sentie comme un chien errant, regardant à travers la vitre la vie qu'on lui refuse, pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il espérait encore. Mes doigts se sont crispés autour de la boîte. J'ai voulu croire qu'ils allaient se rendre compte, qu'ils allaient ouvrir, me dire que ce n'était qu'un malentendu. Mais non, personne n'est venu, pas une règle, pas une monte. La tarte a commencé à refroidir, le sucre a figé, mon cœur aussi. Alors j'ai posé doucement la boîte sur le petit muret devant leur jardin et je suis partie sans un mot, sans fracas, mais avec une déchirure silencieuse
bien plus profonde que tous les cris que j'aurais pu pousser. Je suis rentrée chez moi à pied. Chaque pas était plus lourd que le précédent, non pas à cause de mon âge, ni de mes genoux qui grincent, mais à cause du poids invisible de l'humiliation. En montant les marches de mon immeuble, j'ai réalisé une chose cruelle. J'étais devenue invisible, pas pour tout le monde, non, pour ceux-là même que j'avais nourris, habillés, protégés. Ma famille, ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je me suis assise près de la fenêtre, un châle sur les épaules, et j'ai regardé les lampadaires allumer leur lumière jaune sur les trottoirs vides. Et puis, j'ai repensé à toutes les années, tous les cadeaux, tous les efforts qui n'avaient mené à rien d'autre qu'à une porte fermée. Mais ce n'était pas une fin, c'était un début, parce que dans ce silence glacial, j'ai compris quelque chose. Si eux ne voulaient plus me voir comme une mère, une femme, une personne digne d'être invitée, alors il m'appartenait de me voir autrement, de me relever, de me faire justice à ma façon. Ce n'est pas la porte de Paul qui s'est fermée ce soir-là, c'est celle de ma patience. Et désormais, j'allais en ouvrir d'autres. Et pour moi, par moi, et avec ceux qui savent encore ce que signifie famille, le lendemain matin, je me suis réveillée avec une certitude glaciale, une clarté que seul le choc de la veille pouvait apporter. J'ai bu mon café noir sans sucre, comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose avait changé. Je n'étais plus cette mère qui attendait. J'étais une femme qui décidait à 9h tapantes. Je suis descendue à la banque, enveloppée dans mon manteau bleu et une écharpe en laine grise que j'avais tricotée l'hiver dernier. Je suis entrée avec le pas ferme d'une femme qui sait exactement pourquoi elle est là. La jeune conseillère m'a accueillie avec son sourire de façade. Madame Fournier, que puis-je faire pour vous? Je lui ai tendu mon livret de compte bien usé. Je veux annuler le virement automatique mensuel vers le compte de Paul Fournier. Elle a cligné des yeux. Les 450 € mensuels, des pouces. Oh, depuis 12 ans, elle a pianoté sur son clavier. Vous êtes certaine? J'ai hoché la tête. Plus que certaine. Oui, c'est terminé. Quand elle m'a demandé si je voulais une copie de l'annulation, j'ai pris ça, une feuille A4, toute simple, mais qui symbolisait un geste immense, le premier acte d'émancipation financière depuis des décennies. En sortant de la banque, j'ai respiré profondément. L'air était froid, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait la liberté. L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous chez Maître Langlois. Le notaire qui avait géré la succession de Georges, il était surpris de me revoir. Marguerite, quel bon vent vous amène? J'ai souri sans humour. Un vent de changement. Maître, je veux modifier mon testament. Et il a haussé les sourcils, mais n'a pas posé de questions. Il m'a offert un siège et ouvert son registre. J'aimerais retirer mon fils Paul et sa femme Laure de la succession. Je souhaite que tout ce que je possède, mon appartement, mon assurance vie, mes économies, soient transmis à ma petite fille Émilie. Il a noté « en silence ». Et s'il vous plaît, ajoutez une clause. En aucun cas, mes biens ne doivent être transférés à Paul ou à Laure, directement ou indirectement.
Quand j'ai signé le document, ma main tremblait légèrement, mais mon cœur, lui, était calme. Pour la première fois, je faisais un choix pour moi. Pas par colère, pas par vengeance, par justice. Quelques jours plus tard, Paul m'appelait, ne savait pas encore pour le testament, mais il avait reçu la notification de la banque. Il parlait vite, comme toujours quand il était nerveux. Maman, j'ai vu que les virements ont été arrêtés. Tu aurais pu m'en parler. Non, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, et toi, tu m'as parlé. La dernière fois que tu as organisé un repas de famille, il y a eu un silence. Puis il a bafouillé. C'était Laure ne voulait pas, ce n'était pas contre toi. J'ai répliqué d'un ton neutre, le résultat est le même. Paul, tu as regardé ta mère attendre dehors avec un gâteau dans les mains sans rien faire. Encore silence. Plus pesant encore, il a essayé de plaisanter. Yes, maman, tu dramatises. Et c'est là que ma voix s'est faite dure. Je ne dramatise pas. Paul, je constate. Tu m'as effacé, alors je me retire. Mais il a voulu savoir si je traversais une crise, si j'avais besoin d'aide, s'il devait venir. J'ai dit non, je n'ai pas besoin qu'on vienne. Je n'ai plus besoin qu'on prétende s'occuper de moi quand cela devient seulement gênant de ne pas le faire. La conversation s'est terminée là. Il n'a pas rappelé. Moi, j'ai commencé à planifier mes finances autrement. J'ai arrêté les petits cadeaux en espèces pour Paul. J'ai fermé l'ancien compte joint. J'ai transféré une partie de mes économies sur un compte bloqué au nom d'Émilie. Mais surtout, j'ai redonné de la valeur à mes propres journées. J'ai ressorti mon vieux carnet à spirale, celui où je notais autrefois les dépenses du foyer, les projets de couture, les recettes de tarte salée. J'ai inscrit un mot, en majuscules, dignité, puis j'ai créé une routine nouvelle. 2 fois par semaine, je me rendais au centre culturel du quartier. Il cherchait des bénévoles pour des ateliers de transmission, de savoir-faire. J'ai proposé un cours de couture à la main. Le bouche à oreille a fait le reste. Très vite, 5 femmes se sont inscrites, puis 10, des veuves, des retraités, des mères célibataires. Nous avons cousu ensemble, mais plus encore, nous avons recousu nos cœurs. Chaque fil, chaque point était un acte de réparation. Pour Alice, pour moi, un soir, en rentrant de l'atelier, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, écrite à la main. C'était d'Émilie. Chère mamie, il y a un sauvé espace. Je suis désolée, j'ai honte d'avoir été là sans te défendre, mais je veux réparer. Si tu acceptes, puis-je venir te voir? Je n'ai pas pleuré, j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, la suite, vous la connaissez, ou plutôt, vous la découvrirez. Quand j'ai ouvert la porte ce dimanche après-midi, Émilie se tenait là, droite, une boîte de macarons à la main et un bouquet de frisia blanc, mes fleurs préférées. Dans l'autre, elle avait ce sourire hésitant que je lui connaissais enfant quand elle venait me montrer un dessin et attendait que je le trouve magnifique. Et comme à l'époque, mon cœur a fondu. « Bonjour, mamie », dit-elle doucement. « Je peux entrer ?» Je n'ai rien dit tout de suite.
J'ai simplement ouvert grand la porte et tendu les bras. Elle s'est jetée dedans, son manteau encore froid contre mon tablier, et pendant 1 minute entière, ni l'une ni l'autre n'a parlé. J'ai juste serré ma petite fille comme si je recousais en silence les années effilochées entre nous. Nous nous sommes assises dans la cuisine. Le soleil d'hiver filtrait à travers les rideaux à carreaux que j'avais cousus il y a 15 ans. J'ai sorti 2 tasses en porcelaine, les bonnes, celles que je gardais pour les occasions particulières, et celle-ci, croyez-moi, en était une Émilie à regarder autour d'elle, les yeux brillants. Rien n'a changé ici, dit-elle. J'ai haussé les épaules avec un demi-sourire. Among eux, on évite les révolutions, mais quelque chose avait changé, pas dans la pièce. En moi, Émilie a posé les macarons sur la table, mais n'y a pas touché. Elle avait les doigts entrelacés, un tic qu'elle avait gardé depuis petite. Je voulais te dire que je suis désolée. Pour l'autre soir, je savais que tu étais dehors. J'ai eu peur de dire quelque chose. J'aurais dû... Alors, je l'ai regardé longtemps et puis j'ai simplement dit « Tu es ici, maintenant, c'est ce qui compte ». Elle a sorti de son sac un petit carnet à couverture violette, un de ceux qu'on trouve dans les papeteries de quartier. Je me suis rappelé du cahier que tu avais quand j'étais enfant, celui où tu écrivais toutes tes recettes de couture. Tu me laissais colorier les marges. Tu te souviens? Je me suis levée lentement et suis allée chercher ce carnet, les vrais usés, aux pages cornées, taché de fils et de souvenirs. Je l'ai posé entre nous, je ne l'ai jamais jeté. C'est tout ce que j'ai construit de mes mains. Émilie l'a ouvert avec un soin presque cérémonial, et si on le complétait ensemble, tu pourrais m'apprendre. J'aimerais apprendre à coudre comme toi. Tengzi, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était chaude, ferme. June, l'avenir. Et c'est ainsi que les mercredis après-midi, notre petit rituel a commencé. Elle arrivait à 14h, toujours avec une surprise, un thé nouveau, un ruban coloré, une photo d'enfance. Nous nous installions près de la fenêtre, là où la lumière tombe le mieux sur la table, et je lui montrais comment tenir une aiguille sans crisper les doigts, comment faire un point droit puis un point arrière, comment bâtir un ourlet à la main sans que personne ne voie le fil. Elle notait tout avec des dessins, des flèches, des annotations. Un jour, elle m'a demandé « Tu as toujours aimé ça ?» La couture. J'ai souri. Ce n'est pas que j'aimais, c'est que j'en avais besoin pour nourrir ton père, pour réparer sans racheter, pour créer quelque chose. Quand je n'avais plus rien, elle a hoché la tête, les yeux brillants. Je crois que j'ai besoin de ça, moi aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais pour me souvenir d'où je viens. Et moi, je me suis souvenue d'où je venais aussi, de longues soirées à la lumière d'une ampoule, des draps recousus au lieu d'être remplacés, des jupes rallongées pour suivre la croissance de Paul. Chaque fil, chaque point portait le poids d'un amour silencieux. Avec Émilie, c'était différent. Ce n'était plus de la survie, c'était de la transmission, une tendresse active, un lien réparé. Au bout de quelques semaines, elle cousait presque aussi droit que moi. Elle m'a aidé à organiser mes tissus, à ranger les bobines de fil par couleur, à trier les boutons
dans des pots en verre. Et puis, un jour, elle est arrivée avec une idée. Et si tu faisais un atelier au centre culturel, m'a-t-elle demandé, il y a un programme pour les savoir-faire traditionnels. Les femmes du quartier adoreraient apprendre avec toi. J'ai d'abord hésité. Qui voudrait apprendre de moi, une vieille femme, oubliée, mais Émilie a insisté. Elle m'a même accompagnée pour proposer le projet. Et voilà comment, quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé mes gestes dans les mains d'autres femmes, des retraités, des immigrés, des mères fatiguées, des adolescentes en décrochage scolaire. Ensemble, on a redécouvert la patience, la précision, le calme du fil qui glisse dans le tissu et surtout le pouvoir de faire quelque chose de ses mains pour soi. Émilie venait à chaque séance, elle aidait, elle notait, elle riait avec les autres. Les femmes l'aimaient bien et moi, je l'aimais plus fort encore. Pas seulement comme ma petite fille, mais comme la femme qu'elle devenait, une femme capable de voir au-delà des apparences, de tendre la main, de réparer ce que d'autres avaient cassé. Un soir, en rangeant les affaires, elle m'a regardé longuement. Tout ça, mamie, peut être que ce que Laure a essayé de jeter, c'est exactement ce que je veux garder précieusement. Et j'ai compris tout ce que j'étais, tout ce que j'avais cru perdu, trouvait un refuge en elle. Émilie, ma flamme douce dans l'hiver, mon héritière, non pas de bien, mais d'amis. Il a fallu 3 mois pour qu'il se décide à revenir. 3 mois sans un mot, sans une excuse, sans même un message. Et puis, un matin de mars, alors que les primevères pointaient timidement dans les jardinières du balcon, j'ai entendu frapper à la porte un coup hésitant, presque honteux. J'ai su que c'était lui, j'ai ouvert et Paul était là, d'Ibaut, l'air défait, son manteau froissé, ses yeux cernés, sa barbe mal rasée. Il n'était plus le fils sûr de lui que j'avais vu m'ignorer depuis sa fenêtre. C'était un homme abîmé, peut être pour la première fois. J'ai vu la fragilité sous la carapace que s'était construite. Maman, sa voix a tremblé. Est-ce que je peux entrer? Mais j'ai pris une inspiration longue, puis j'ai fait un pas de côté. Il est passé devant moi, comme un gamin rentrant après une fugue. Il s'est assis dans la cuisine, exactement à la place où Émilie avait pris le thé chaque mercredi. Il a regardé la nappe brodée, le pot de confiture fait maison, la photo en noir et blanc de Georges que j'avais replacée sur l'étagère. Je voulais te parler detail. Les choses vont mal, très mal. Le cabinet de conseil a fermé. Laure est partie vivre chez sa sœur avec les enfants. Je suis à bout, maman, je ne dis rien. J'ai servi du café, il a bu en silence, les 2 mains autour de la tasse, comme pour s'y réchauffer. Puis il a levé les yeux vers moi. Je sais que je t'ai blessée. Je ne pensais pas... j'ai laissé Laure prendre trop de place, décider de tout. Et moi, j'ai laissé faire. Il cherchait mes yeux, mais je fixais le rideau, comme si j'y lisais les réponses que je n'avais plus envie de donner. Je me suis dit que peut-être tu pouvais m'aider un peu. Juste le temps que je me relève, je sais que tu as des économies et cette assurance vie, voilà.
le cœur de sa visite, j'ai posé ma tasse, j'ai inspiré doucement et je lui ai dit d'une voix posée, Paul, quand est-ce que tu m'as aidé la dernière fois, pas financièrement, juste humainement? Quand as-tu demandé si je mangeais bien, si j'avais froid l'hiver? Il a baissé les yeux. Yes, je n'ai pas été là. Mais maintenant, je suis là parce que tu as besoin. Ai-je répondu? Parce que tu as compris. Il a voulu protester, mais je l'ai arrêté d'un geste. Tu sais, Paul, j'ai passé 40 ans à t'aimer plus que moi-même, à sacrifier mes nuits, mes repas, mes espoirs pour te donner ce que je n'avais pas reçu. Et toi, tu as laissé ta femme humiliée, me tenir à la porte comme un colis Amazon, arrivé trop tôt. Il n'a rien dit, juste un soupir, une langue, profonde soupir. Je ne veux pas te punir. Ai-je ajouté, mais je ne peux plus payer pour ton silence, pour ton absence, pour ton mépris. Mais il a levé les yeux, suppliant. Maman, je n'ai plus rien. Je me suis levée, je suis allée chercher la boîte en métal où je garde les lettres importantes. J'ai sorti un document. C'était la nouvelle version de mon testament. Je l'ai posé devant lui. J'ai tout laissé à Émilie, pas pour te faire du mal, mais parce qu'elle est venue me voir sans rien demander, parce qu'elle m'a écouté, parce qu'elle se souvient de qui je suis. Il a reculé sa chaise, comme si le papier l'avait brûlé. Tu me désirites? Non, j'ai dit calmement. Tu t'es retiré tout seul. Je ne fais que mettre par écrit ce que la vie a déjà prouvé. L'excolaire. Il s'est levé brusquement. Tu sais quoi? C'est toi qui es amer. Tu t'accroches à ton passé, à tes recettes, à tes tissus. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. J'ai souri, tristement, peut être... mais moi, je vois les gens tels qu'ils sont. Il est parti sans refermer la porte. Le courant d'air a fait voler un morceau de tissu sur la table. Je l'ai rattrapé, je l'ai plié doucement, comme on range un souvenir. Je ne l'ai pas poursuivi, je n'ai pas crié, j'ai juste senti un poids tomber de mes épaules. Ce jour-là, j'ai compris une chose, on peut aimer quelqu'un profondément, sincèrement, inconditionnellement. Et pourtant, choisir de ne plus souffrir à cause de lui, c'est aussi ça, l'amour, savoir quand arrêter de se blesser au nom de liens qu'on est seul à honorer. Depuis mes mercredis sont restés les mêmes. Emily, les aiguilles, le thé à la verveine, mon cœur, Loïc est différent, il bat plus librement, place calmement. J'ai retrouvé la paix, non pas parce que Paul m'a demandé pardon, mais parce que j'ai cessé d'attendre. Il a fallu 3 mois pour qu'il se décide à revenir, 3 mois sans un mot, sans une excuse, sans même un message. Et puis un matin de mars, alors que les primevères pointaient timidement dans les jardinières du balcon, j'ai entendu frapper à la porte. Un coup hésitant, presque honteux, j'ai su que c'était lui. J'ai ouvert et Paul était là, devout, l'air défait, son manteau froissé, ses yeux cernés, sa barbe mal rasée. Il n'était plus le fils sûr de lui que j'avais vu m'ignorer depuis sa fenêtre. C'était un homme abîmé, peut être, pour la première fois, j'ai vu la fragilité
sous la carapace qui s'était construite. Maman, sa voix a tremblé. Est-ce que je peux entrer? J'ai pris une inspiration longue, puis j'ai fait un pas de côté. Il est passé devant moi, comme un gamin rentrant après une fugue. Il s'est assis dans la cuisine, exactement à la place où Émilie avait pris le thé chaque mercredi. Il a regardé la nappe brodée, le pot de confiture fait maison, la photo en noir et blanc de Georges que j'avais replacée sur l'étagère. Je voulais te parler. Dit-il, les choses vont mal, très mal. Le cabinet de conseil a fermé. Laure est partie vivre chez sa sœur avec les enfants. Je suis à bout, maman. Je ne dis rien. J'ai servi du café. Il a bu en silence, les deux mains autour de la tasse comme pour s'y réchauffer. Puis il a levé les yeux vers moi. Je sais que je t'ai blessé. Je ne pensais pas, j'ai laissé Laure prendre trop de place, décider de tout, et moi, j'ai laissé faire. Il cherchait mes yeux, mais je fixais le rideau, comme si j'y lisais les réponses que je n'avais plus envie de donner. Je me suis dit que tu pouvais m'aider un peu, juste le temps que je me relève. Je sais que tu as des économies et cette assurance vie, voilà, le cœur de sa visite. J'ai posé ma tasse. J'ai inspiré doucement et je lui ai dit d'une voix posée, et Paul, quand est-ce que tu m'as aidé? La dernière fois, pas financièrement, juste humainement. Quand as-tu demandé si je mangeais bien, si j'avais froid l'hiver? Il a baissé les yeux. Yes, je n'ai pas été là. Mais maintenant je suis là parce que tu as besoin. Ai-je répondu? Parce que tu as compris. Il a voulu protester, nhưng tôi đã ngăn anh ta lại bằng một cử chỉ. Tu sais, Paul, j'ai passé 40 ans à t'aimer plus que moi-même, à sacrifier mes nuits, mes repas, mes espoirs pour te donner ce que je n'avais pas reçu. Et toi, tu as laissé ta femme m'humilier, me tenir à la porte comme un colis Amazon arrivé trop tôt. Il n'a rien dit, juste un soupir, une longue, profonde soupir. Je ne veux pas te punir. Ai-je ajouté, mais je ne peux plus payer pour ton silence, pour ton absence, pour ton mépris. Wayne, il a levé les yeux, s'appelait maman. Je n'ai plus rien. Je me suis levée. Je suis allée chercher la boîte en métal où je garde les lettres importantes. J'ai sorti un document. C'était la nouvelle version de mon testament. Je l'ai posé devant lui. J'ai tout laissé à Émilie, pas pour te faire du mal, mais parce qu'elle est venue me voir sans rien demander, parce qu'elle m'a écouté, parce qu'elle se souvient de qui je suis. Il a reculé sa chaise, comme si le papier l'avait brûlé. Tu me déshérites. Non, et j'ai dit calmement, tu t'es retiré tout seul. Je ne fais que mettre par écrit ce que la vie a déjà prouvé. Yesa, il s'est levé brusquement. Tu sais quoi? C'est toi qui es amère. Tu t'accroches à ton passé, à tes recettes, à tes tissus. Tu vois pas le monde tel qu'il est. J'ai souri tristement. Peut être. Mais moi, je vois les gens tels qu'ils sont. Il est parti sans refermer la porte. Le courant d'air a fait voler un morceau de tissu sur la table. Je l'ai rattrapé et je l'ai plié doucement, comme on range un souvenir.